Bonsoir. Le débat pour les municipales du second tour, c'est maintenant. Un débat qui s'est esquissé au premier avec une triangulaire qui se dessinait à Millau. Eh bien, les 3 finalistes sont au rendez-vous. Emmanuel Gazelle, bonsoir. Vous menez la liste Millau Autrement, élu municipal d'opposition pendant le mandat municipal qui s'achève. Vous êtes également conseillère régionale socialiste. À vos côtés, Christophe Ramondec, bonsoir. Philippe Ramondec, pardon. Je vous ai débaptisé, je vous rebaptise immédiatement. Votre liste CAP 2020 au service de Millau, votre liste est étiquetée divers centres. Enfin, le maire sortant, Christophe Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir. Mais avant de lancer le débat, un coup d'œil dans le rétroviseur avec les résultats du premier tour, mais aussi une carte postale de Millau. C'est signé Benoît Roux. Millau, son viaduc le plus haut d'Europe. Millau, capitale du gant et du cuir, célèbre dans le monde entier. C'est la sous-préfecture de l'Aveyron et l'une des plus vastes communes de France. Elle s'est nichée au cœur des grands cosses, les cosses rouges et noires et le Larzac. La ville compte 22 844 habitants et continue d'attirer de nouveaux arrivants. Depuis 50 ans, les Millavoises et Millavois aiment bien l'alternance politique. Le républicain Christophe Saint-Pierre brigue un second mandat. Au premier tour, il a devancé la candidate PS Gauche Unie, Emmanuel Gazelle, de seulement 65 voix. Et comme en 2014, nous aurons droit à une triangulaire, les Républicains, Parti Socialiste et le candidat divers centre, Philippe Ramondec, qui avait obtenu presque 17% au premier tour. On vient de voir, ou plutôt de revoir les résultats du premier tour. Mais entre le mois de mars et aujourd'hui, s'est passé un drôle de truc, le confinement. Alors selon vous, Philippe Ramondec, quel impact du confinement sur la vie économique et sociale de Millau ? Disons que le confinement, déjà, il a commencé le 14 mars au soir. Politiquement, vu le taux d'abstention important à Millau, 52%, je pense que beaucoup de personnes ont eu peur de cette annonce-là. Donc, effectivement, ensuite, l'impact il a été aussi social et économique, dans ce sens que sur le plan économique, Millau est une petite ville qui connaît déjà quelques difficultés, donc qui est basée sur le tourisme. On approchait de la saison touristique. Donc forcément, petit à petit, les restaurateurs, les cafetiers se sont très vite mobilisés pour essayer de mettre en place des moyens de concertation et notamment de visioconférence, puisque évidemment la continuité démocratique elle a été compliquée par rapport à la mairie, par rapport à la communauté commune dès le début. Donc c'est vrai que Christophe Saint-Pierre étant le maire en place, c'est lui qui était en charge. C'était la prime. C'était lui qui était en charge de cette histoire-là, de cette affaire-là. Bon, après c'est une période compliquée. On veut bien le reconnaître, mais peut-être que nous, en tout cas moi en tant qu'opposant, opposant à la municipalité, je pense que ça a été vraiment une rupture, en tout cas démocratique, ça c'est sûr, parce qu'on n'a pas eu toujours les informations en temps voulu. On a eu des contacts, bien sûr, parce qu'il a fallu s'adapter, visioconférence, contact téléphonique. Évidemment, c'est un moment aussi de réflexion, un moment où on essaie d'échanger, essayer de trouver des solutions. Moi, je sais que j'ai pris contact avec des entreprises, notamment une entreprise textile, malheureusement, un redressement judiciaire à Millau, donc pour déjà commencer à élaborer des masques, puisque c'était aussi ce problème de masque-là qui, dès le début du confinement, voyait le jour. Donc forcément, on a essayé de discuter. Moi, j'ai rédigé une lettre que j'ai envoyée à tous les restaurateurs. Bon, après, on l'a fait paraître sur les réseaux sociaux. Bon, en espérant que ça a eu un impact positif, justement, pour déjà préparer, et c'est ce qui était le plus important, l'après-confinement. On va y revenir sur le sujet. Emmanuel Gazelle, est-ce que vous partagez ce point de vue qu'il y a une sorte de rupture qui s'est créée et de prime en sortant, c'est-à-dire que le maire s'est retrouvé quelque part sur le devant de la scène ? Le maire s'est retrouvé sur le devant de la scène, c'est évident, parce que c'était à lui de gérer. Et nous avons décidé de suspendre immédiatement notre campagne. Donc, du coup, on était en retrait dans cette période qui est inédite. Après, on verra après le 28, s'il y a une prime au sortant ou pas. C'est encore trop tôt pour le dire. En effet, je pense que Millau a été relativement épargné, fort heureusement, sur le plan sanitaire. En revanche, beaucoup moins sur le plan de la crise économique et sociale.
Ce confinement est une situation complètement inédite. Donc beaucoup d'entreprises, tu évoquais les restaurateurs, les commerçants, les artisans, mais aussi les PME vont se retrouver en très grande difficulté qui risquent de durer. Donc là, je crois qu'il faut absolument que les collectivités, l'ensemble des collectivités puissent être à leur côté pour sauver l'emploi. Alors moi, j'ai, par rapport à Philippe, une petite différence, c'est que je suis aussi vice-présidente de la région en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Et du coup, j'ai été aussi là, dans mes fonctions d'élu, aux côtés des chefs d'entreprise et de ceux qui en avaient besoin pour pouvoir mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour traverser cette crise. Christophe Saint-Pierre, vous avez pris des mesures, notamment sur les droits de terrasse, sur les loyers commerciaux. Comment vous avez accompagné cette crise? Et est-ce que ça doit perdurer? Est-ce qu'il doit y avoir des mesures qui enjambent le déconfinement? Alors tout d'abord, moi je tiens à saluer et à remercier les Miavoises et les Miavois pour leur sens des responsabilités et de solidarité dont ils ont fait preuve pendant cette période, qui n'est pas une période facile, une période simple. Alors, il a été évoqué ou dit la prime au sortant. Je ne suis pas sûr que ce soit une prime au sortant. Ça a été en tout cas un grand moment de responsabilité et je crois que tous les maires de France ont été face à ces responsabilités-là et ont été en mesure de proposer, ou en tout cas de mettre en œuvre des dispositions, que ce soit en matière de santé publique et de respect des règles de sécurité sanitaire. Et puis effectivement, en termes de soutien économique, vous l'évoquiez, dès l'annonce du confinement, j'ai pris la décision d'exonérer les restaurateurs, les cafetiers, en tout cas les commerçants, tous ceux qui avaient soit une occupation du domaine public, soit des loyers à payer envers la collectivité, d'être exonérés. La communauté de communes a fait exactement pareil, a développé un plan de plus de 500 000 euros. Il y a aujourd'hui plus de 1200 entreprises du territoire, donc mis au grand cos, qui ont été abordées, approchées, accompagnées avec ce dispositif. Effectivement, il est de notre priorité de maintenir cette activité économique. La question se pose pour vous trois. Est-ce qu'il y a vraiment des leçons à tirer? C'est-à-dire que ces mesures doivent rester exceptionnelles d'appui économique ou est-ce qu'il faut vraiment changer de logiciel? Christophe Saint-Pierre, est-ce que vraiment ça va vous faire changer, évoluer? Si vous êtes réélu, est-ce qu'il y a des choses que vous allez modifier sur votre tableau de bord économique, social et de gestion de la ville? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. En tout cas, il me semble que nous avons pris conscience d'un certain nombre de choses, alors sur des éléments et des thématiques qui étaient déjà connus, qui étaient déjà abordés, qui étaient déjà en perspective, mais qui sont retrouvés renforcés. Je pense en particulier, bien évidemment, au soutien, je dirais, aux activités locales. On dit les producteurs locaux, mais il n'y a pas que les producteurs locaux. Il y a les entreprises qui travaillent directement, qui ont une activité sur le territoire local qu'il faut absolument soutenir et maintenir. Encore une fois, ce sont des choses qui étaient déjà en germe, et je pense en particulier dans le dispositif d'accompagnement de la communauté de communes, puisque c'est de sa compétence. On parlera de la communauté de communes tout à l'heure. Il faut ramener un peu les actions en fonction des compétences des collectivités et des institutions, et je crois qu'en tout cas, il va falloir que nous continuions à être à leur côté. Emmanuel Gazelle, sur cette idée qu'il faudra marquer une évolution, une rupture. Oui, moi je crois que cette crise nous a montré, nous a fait rentrer dans l'incertitude. Donc les programmes, les façons de faire beaucoup trop dogmatiques, figées, rigides. Vous pensez à Monsieur le maire quand vous dites ça? Ben, ça c'est vous qui le dites. Enfin, en tout cas, on peut le comprendre comme ça. À mon avis, ne sont plus du tout pertinentes aujourd'hui. Il faut de l'agilité, il faut de la réactivité. Il faut avoir cette notion de protection à la fois des habitants, mais aussi des entreprises et puis de l'environnement. Ça, je crois que ces trois piliers-là doivent être centrales dorénavant. Donc, en tout cas, on va voir que les habitants de Lyon ont déjà quelque part tourner la page, puisqu'ils se projettent dans l'avenir. On les écoute au micro de Mathilde de Flaménil et sur des images de Régis de Kecker. Peut-être un peu plus de propreté. Piste cyclable, voilà. Et puis l'hôpital. L'emploi et tout ça. Pour les jeunes, ouais. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'activités pour les jeunes. Qu'on passe plus de publicité pour le pont, parce que c'est une belle ville, une très très belle ville. Alors on vient de l'entendre, nous sommes déjà dans l'après-confinement, mais déjà une question pour vous, Philippe Ramondin, désolé, ne cesserai pas de m'excuser, on touche pas au nom, au prénom, c'est sacré. Fallait-il déconfiner ces municipales ? Disons que c'est paradoxal, puisque on nous invite à aller voter le 15 mars, alors que le 14, on nous annonce un confinement. Et bien là, effectivement, pour rester dans la logique et permettre aux gens de dire on peut y aller sans risque, il faut forcément déconfiner. Mais
disons que ces étapes-là n'ont pas toutes été comprises par les citoyens. Et j'ai bien peur que le 28 juin, il y ait un taux d'abstention énorme, puisque j'ai vu un sondage ce matin, il est prévu à 62%. Donc moi, justement, j'en profite aussi pour être ici, pour appeler à voter et faire ce geste citoyen. Alors, votez, choisissez le candidat que vous voulez, vous avez du choix, donc n'hésitez pas à les voter, je crois que c'est très, très, très important. Mais je voulais revenir sur la dernière question, sur le lien. Ce qui a manqué un peu pendant ce confinement, c'est le lien social par rapport au commerce local du centre-ville. On s'était déjà aperçu, puisque notre local était un centre-ville, qu'il y avait quand même des grosses difficultés commerciales. Je veux dire, on va revenir sur la question tout à l'heure, par rapport à l'agence qui vient d'être créée. Sur l'aspect humain, disons que c'était peut-être, on aurait peut-être pu attendre de la mairie auprès des personnes âgées en particulier, parce que toutes n'ont pas l'accès Facebook, toutes ne sont pas abonnées aux journaux, et puis c'était compliqué. Donc peut-être faire un passage, peut-être avec autorisation, bien sûr, sous couvert d'autorisation d'élus on reviendra sur le commerce, mais pour revenir à la question de cette drôle de campagne, Christophe Saint-Pierre, est-ce que vous pensez que vous arriverez à sauver cette campagne malgré les contraintes sanitaires qui s'imposent ? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par sauver la campagne. Moi, pas de porte-à-porte, pas de réunion publique. C'est une campagne particulière, c'est une campagne qui est une campagne totalement novatrice, nouvelle et qui doit être innovante parce qu'effectivement, les contraintes font que nous sommes privés d'un certain nombre, de dispositifs qui sont habituellement reconnus pendant les campagnes. Effectivement, ça nous demande d'être novateurs, d'être innovants. Nous sommes plus sur les réseaux sociaux, nous sommes plus paradoxalement sur l'écrit, sur le courrier, sur le contact papier et en tout cas sur le développement de ces projets. Bien évidemment, c'est totalement différent que ce que nous avons l'habitude de connaître. Ensuite, à partir du moment où il a été décidé de mettre en place des conseils municipaux élus au premier tour, il était inévitable que très rapidement, il fallait organiser le second tour des élections municipales pour permettre, on l'a évoqué tout à l'heure, aux institutions de fonctionner et aux institutions de commencer à pouvoir investir à nouveau sur les investissements publics et à nouveau soutenir considérablement les activités. Je vois que vous opinez de la tête. Il y a un consensus là. Oui, vous êtes d'accord, il fallait revoter le plus rapidement possible ? Oui, parce que sinon ça laissait les intercommunalités dans une situation où elles étaient renouvelées en partie, mais pas complètement. Et du coup, difficulté pour remettre en place des plans de mandat, du coup pour investir. Et là aussi, c'était une difficulté pour l'économie locale. Donc oui, il fallait revoter. Alors nous, on a toujours été, même avant les contraintes sanitaires, dans une campagne extrêmement innovante et de proximité. Là, vous avez lancé l'accroche boîte aux lettres. C'est ça. Vous avez apporté l'exemple concret, l'illustration concrète. Alors c'est une de nos innovations parce que dès le premier tour, on avait choisi de ne pas avoir de local de campagne et de nous déplacer dans les quartiers pour avoir un local itinérant avec plus de 20 rendez-vous dans les quartiers. Et là, en effet, on a souhaité repartir à l'écoute des habitants en leur proposant 14 propositions. Donc expliquez-nous ça, vous le posez sur la boîte aux lettres ? Non, alors ça, on leur a adressé par courrier. Par courrier, ils l'accrochent sur la boîte aux lettres et vous récupérez. C'est ça. Et là, ils peuvent écrire quelles sont leurs 5 priorités à mettre en place immédiatement dès les premiers jours de mandat, si bien sûr l'équipe de Millau naturellement est élue. Naturellement. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le premier acte de campagne, mais en tout cas, il y a eu une polémique lors du dernier conseil municipal du 4 juin, une passe d'armes autour de la création d'une agence immobilière de promotion qui doit lutter contre la vacance commerciale. Vous êtes monté notamment au créneau, Emmanuel Gazet. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans cette agence de lutte contre la vacance commerciale ? Non, je partage tout à fait l'objectif de cette agence. Ce sur quoi nous sommes moins d'accord, c'est qu'il y a une autre initiative qui est née quasiment en même temps, on va dire, qui est une société qui porte d'autres objectifs, mais aussi celui de la vacance commerciale et qui a pris un démarrage beaucoup plus fort, on va dire, avec environ 1,1 million déjà de Là, c'est 30 000 euros de budget, je crois. Voilà. Non, j'y reviendrai tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure. Mais il y avait une polémique sur le montant de budget, effectivement. Oui, mais bon, voilà, pour le moment, on démarre. Mais on démarre à 30 000 euros quand, à côté, on démarre avec plus d'1 million. Et puis, surtout, avec plus d'1 million, dont plus de la moitié viennent d'entreprises privées ou de porteurs privés, de citoyens. Donc, c'est une véritable force pour un territoire. Et moi, je pense que plutôt que de toujours jouer la singularité, qui finalement finit par nous isoler, je crois qu'il vaut mieux jouer collectivement
actif, surtout dans ces périodes de crise économique, sociale que nous connaissons et politique. Philippe Ramandec, donc sur cette idée de la vacance commerciale, je crois 23 cellules commerciales vacantes à Millau. Quel est le moyen pour lutter contre ces déserts commerciaux? Déjà, revenir sur l'aspect commercial. Moi, je me rappelle avoir eu une passe d'armes avec M. Diaz, qui est dans la majorité, sur l'aspect commercial à Millau. Ça fait longtemps que le commerce, en tout cas le petit commerce à Millau, ne va pas bien. Et le Covid, en fait, la crise sanitaire n'a fait qu'accentuer ces difficultés. Donc forcément, moi je suis là d'accord sur le fait qu'il faut s'unir. Et c'est ce qu'on avait dit dès le début du confinement, en tout cas en faisant parvenir quelques écrits, puisque nous avons fait parvenir sur les réseaux sociaux quelques écrits. Et j'ai eu l'impression, en tout cas, depuis le dernier conseil municipal, il y a eu quand même une démarche positive, à savoir que d'un côté, il y avait Résilience, et puis de l'autre, la société immobilière. Donc c'était un peu la course à l'échalote. Alors moi, au centre de tout ça, bon, évidemment, on va finalement récupérer des voix. Ce qu'on peut récupérer, c'est peut-être logique. Mais je pense que là-dessus, je pense qu'on peut avoir un consensus sur le fait qu'il faut peut-être agir ensemble. Ça, c'est très bien. Christophe Saint-Pierre, sur la vacance commerciale et la création de cette initiative en toute fin de mandat. Il faut être précis et avoir les bons chiffres. Nous avons actuellement 260 cellules commerciales sur ce qu'on appelle l'hypercentre commercial, c'est-à-dire là où nous avons les rues piétonnes et le chaland. Sur ces 260 cellules, il y a effectivement, vous l'avez précisé, 23 cellules qui sont vacantes. Et dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville que la ville a signé avec l'État en 2018, donc ce n'est pas cette semaine, ce n'est pas le mois dernier, ce n'est pas immédiatement pour le Covid, c'était bien antérieur. Nous avons identifié notre volonté d'agir sur ce commerce vacant. Et avec la Banque des Territoires, nous avons travaillé à mettre en place ce qu'on appelle l'agence commerciale immobilière solidaire. Je tiens l'ensemble des intitulés, des mots qui ont chacun leur importance. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir cette agence qui puisse jouer un peu le rôle d'une agence immobilière classique en mettant en relation les propriétaires et des porteurs de projets et en jouant donc ce rôle d'intermédiaire et se substituant ainsi au droit du propriétaire, de façon à être très simple. Il était important de créer cette agence commerciale au conseil municipal précédent. C'était un tempo normal, je rappelle l'antériorité de la réflexion, avec un apport en capital de constitution de 30 000 €. Ce n'est pas le budget de fonctionnement de l'agence. C'est là où il faut être précis dans les termes. Et en ce qui concerne Résilience, nous avons partagé un échange avec Mme Gazelle et je peux lui annoncer que théoriquement, la communauté de communes, donc lors de notre conseil de cette semaine, va délibérer en faveur de Résilience. Parce que pour moi, il y a complémentarité. Les lignes bougent. Il y a complémentarité des deux éléments parce qu'il me semble effectivement qu'on doit se doter d'outils pour être efficace sur le terrain. Et petite précision, l'accroche-porte en question n'est pas une invention. Accroche-boîte aux lettres. Accroche-boîte aux lettres. Oui, mais les boîtes ne sont pas forts à côté des portes. C'est ça qui est l'invention. Mais là, c'est subtil parce que l'accroche-porte était une invention d'un de nos concurrents. Non, de Ségolène Royal en 2006, monsieur Saint-Pierre. Ah, petit rappel historique. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Donc il faudra que vous m'expliquiez comment vous arrivez à financer les 14 propositions que vous avez là avec les finances aussi dramatiques que telles que vous les définissez pour la ville de Millau. Vous parlez finances, on va y revenir parce qu'on vient de parler d'un désaccord autour de la vacance commerciale, mais il y avait au moins un accord, c'est sur le vote du compte administratif, le bilan financier de la commune. Justement, Philippe Ramandin, vous avez voté pour ce compte administratif. Alors, attendez, il faut peut-être replacer les choses, à savoir que c'est toujours ou abstenu ou voter contre le budget, les comptes administratifs de la municipalité de Christophe Saint-Pierre, parce qu'on n'était pas d'accord sur les projets et sur le flou qui pouvait exister sur les financements. Donc ça, c'est la première chose. Mais effectivement, au dernier conseil municipal, nous nous sommes abstenus sur le compte administratif, parce que effectivement, quelques progrès ont été faits, à savoir qu'il y a 1,1 million d'euros qui ont été qui ont été économisés, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et donc, mais vous savez, moi, je suis un peu enseignant. Bon, mais quand c'est pas terrible, je le dis. Quand vous distribuez les bons, les mauvais points. Je le dis, mais ceci dit, ça ne veut pas dire que je donne un quitus à la gestion financière de la ville, parce que la dette, elle y est toujours. Elle sera autour de 31,8 millions d'euros. Je veux dire, on l'a écrit dans notre programme de campagne, et que la dette va avoisiner les 1 400 € par habitant, alors que la moyenne, c'est autour de 990 €, je crois, en France. Donc là aussi, quelle que soit la prochaine équipe, je veux dire, au prochain mandat, on ne pourra pas faire tout et n'importe quoi, il faudra faire des choix, et des choix drastiques. Alors Emmanuel Gazelle, justement sur la dette, Christophe Saint-Pierre dit « la dette est vertueuse, elle évite d'augmenter les impôts ». Mais vous lui répondez, en fait, le mandat de Christophe Saint-Pierre, c'est une hausse de 12% des impôts locaux. Alors comment, d'après vous, arrive-t-on à ce hiatus entre d'un côté une dette qui soit vertueuse et vous qui affirmez que les impôts flambent ?
C'est un fait, c'est pas moi qui l'affirme. Millau, le taux d'impôt à Millau est 40% supérieur aux villes de la même strate. Donc en termes d'attractivité, c'est quand même pas une bonne chose. Pour les Millavois qui sont plutôt modestes, c'est pas une bonne chose non plus. Donc nous, dans nos engagements de campagne, il y a ne pas augmenter les impôts. Ça, c'est vraiment fiscal. Voilà, ça c'est vraiment un engagement qui finalement conditionne tous les autres. Mais c'est le premier, il sera tenu. Christophe Saint-Pierre s'était également engagé à ne pas augmenter les impôts en 2014 et en 2016 on a vu ce qui s'est passé et malgré cette augmentation d'impôts, la dette, parce qu'il faut comparer la dette de 2013 à celle de 2019 et pas celle de 2014 où c'était déjà la première année à cheval de votre mandat, mais la première année de votre mandat. Donc si on compare la dette de 2013 à celle de 2019, elle augmente de 2 millions d'euros. Alors que vous étiez là aussi engagé à la baisser de 4 millions, monsieur Saint-Pierre. Oui, ce qui a été le cas. Enfin, je reviendrai tout à l'heure. Non, les chiffres sont là, les comptes administratifs. Vous pouvez répondre, parole à la défense, vous pouvez... non, mais je ne veux pas interrompre Mme Gazel, mais je pense que l'heure de vérité est tombée au dernier conseil municipal avec le compte administratif 2019. L'heure de vérité est tombée. On a un compte de résultat qui est excédentaire de 3,8 millions d'euros. Nous avons une épargne nette qui a plus de 1,1 million d'euros et nous avons une dette qui, en 2014, était... 2013, non, 2014, c'était votre première année de gestion. Madame Gazel, je pense que... Nous comparerons 14 à 20. Je pense qu'il faut être juste avec les chiffres. En 2014, le budget 2014, c'est l'équipe à laquelle appartenaient certaines de vos amis qui avaient voté le budget. Donc nous n'avons pas influencé le budget 2014. Et lorsque nous sommes arrivés, Madame Gazel, nous avons eu à faire un emprunt de 6 millions d'euros pour des projets qui n'étaient pas prévus dans le cadre de la préparation budgétaire et que vous aviez engagé. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas nous tenir pour responsables de la situation de 2015 qui nous a amenés à l'augmentation que vous évoquiez pour arriver à faire face à ces emprunts supplémentaires et à la baisse des dotations de l'État, dont je rappelle quand même que nous perdons chaque année 1,2 million d'euros par rapport à la DGF que vous perceviez en 2013. Et tout ça montre que le compte administratif qui a été voté lors du dernier conseil municipal donne les chiffres. Et là, ces chiffres sont incontestables puisque vous le savez, ils sont vérifiés par les services de l'État. Tout à fait, mais je ne conteste absolument pas les chiffres. Votre Juste une proposition, si je peux me permettre. Après la parole à Monsieur Saint-Pierre, si vos chiffres sont aussi bons et votre gestion sur le mandat est aussi bonne, pourquoi ne rendez-vous pas public le rapport provisoire de la Chambre régionale des comptes? Parce que Rendez-le public, Monsieur Saint-Pierre, et nous pourrons parce que Madame Gazel, vous le savez pertinemment, vous venez de donner le bon intitulé, la bonne appellation. C'est un rapport provisoire. Ce rapport provisoire... Mais éclairant. Non, pas éclairant. Il est provisoire et vous savez très bien que le rapport de la Chambre régionale des comptes doit être communiqué à l'issue des élections municipales. Ce sont les textes et ce sont la loi. Ce n'est pas à moi à le présenter, vous le savez très bien. Et je pense que nous aurons de bonnes surprises sur le rapport des Philippe Ramandac, sur cette Alors, moi, j'étais pas là en 2013, j'étais là en 2014. Moi non plus. La dette, apparemment, en 2014, d'après ce qu'on avait pu comprendre, était de 29 millions d'euros. Et M. Christophe Saint-Pierre, sur sa charte éthique, avait fait la promesse de la ramener à 25 millions d'euros. Sauf qu'il ne l'a pas ramenée à 25 millions d'euros. Alors, nous avions dit de baisser de 4 millions d'euros la dette, ce qui a été fait, puisque je rappelle que la dette cumulée de 2014 était de 44 millions d'euros. La dette cumulée aujourd'hui est de 40 millions d'euros. Allez-y, monsieur Avec une augmentation de 12,1 plus 1% de base, ça fait 13% d'impôts. Et avec les calculs et les impôts de la communauté commune, on arrive à plus de 20% d'augmentation. Mais rajoutez ceux du département et de la région. Mais non, mais attendez, monsieur. La région n'a pas d'impôt. En termes d'impôts. Mais si vous voulez, tous les impôts. Laissons parler monsieur Ramandac. Il faut dire ce qui est. Je veux dire, les impôts augmentés, c'est un fait. Bon, mais très bien, on en a peut-être besoin, mais trop d'impôts, tu l'impôt. Ah, mais on est tout à fait d'accord. Voilà, à un moment donné, il faut peut-être. Et nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts. Mais je suis content de vous l'entendre dire parce que vous ne l'aviez pas dit pendant la campagne. Et nous, on s'était engagés les premiers. Vous avez un point positif, alors là c'est bon. Alors justement sur la question aussi de la maîtrise des comptes municipaux, il y a la question des dépenses de fonctionnement. Je m'adresse toujours à vous, Philippe Ramandac. La municipalité sortante dit en fait on mutualise les services, donc on optimise les charges personnelles. Est-ce qu'il faut à Millau recruter plus ? Est-ce que c'est stop ou encore par rapport à cette mutualisation du personnel municipal? Mutualisation, je pense qu'on est tous conscients qu'il faut peut-être le faire, qu'il faut le réaliser. Mais par contre, sur la gestion du personnel municipal, savoir que c'est vrai que, bon, alors, l'un et l'autre, on a augmenté quand même, on a vu que des cadres avaient augmenté, que des gens de terrain, il y a quand même l'équivalent de 26 postes temps plein qui ont disparu. Sur le prochain mandat, il y a à peu près 100 personnes qui partiront à la retraite, d'après ce qu'on a pu comprendre. Donc forcément, alors peut-être pas recruter
recruter de nouveau une centaine de personnes, mais parfois remettre du personnel dans les rues, notamment pour l'entretien de la ville, c'est quelque chose de très important. Et ne pas forcément donner, par exemple, l'entretien des cimetières à une entreprise privée, ça coûte 35 000 €, ça utilise des produits chimiques. Bon, mais là, moi, sur ce point-là, je suis absolument pas d'accord. Équilibrer les choses, c'est ce qui nous manque. Et nous, c'est ce que nous voulons faire. Emmanuel Gazelle, par rapport à cette idée qu'il faut à nouveau un petit peu ouvrir le robinet de l'emploi municipal, vous êtes d'accord ? Alors, ça va dépendre en fait des possibilités qui nous sont offertes. Je pense qu'il faut être agile. Être agile, ça veut dire que quand on a des compétences qui se chevauchent entre communes et communautés de communes, il faut peut-être mutualiser. Oui, il faut avancer plus vite que ce que ça n'a été fait sous ce mandat sur des mutualisations, parce que c'est aussi un gage d'efficacité pour le service rendu. Mais est-ce que Christophe Saint-Pierre est allé trop loin dans les coupes dans les effectifs de la mairie ? Pas sur la mutualisation, en tout cas. Moi, je partage ce que vient de dire Philippe Ramondinck sur la gestion, en fait, plutôt sur l'encadrement et puis le manque de personnel exécutant, en fait, donc sur le nettoyage des rues, sur l'entretien de la ville. Notre patrimoine s'est dégradé sous ce mandat. Nos gymnases sont vraiment dans un état de délabrement C'est exact, assez... Mme Gazelle, c'est pas exact. C'est complètement exact. Nous avons mis autant sur l'entretien des équipements publics pendant ce mandat que ce qui a été mis sous le mandat précédent. C'est sous ce champ-là qu'ont été faites les dernières économies au dernier compte administratif, Monsieur Saint-Pierre. Donc voilà, évidemment, une autre gestion de la ville est possible. Je pense aussi que là, la collectivité va devoir peut-être accompagner, en particulier les jeunes. Ça fait partie de nos propositions. On l'entend dans le micro-trottoir. Les propositions qui ont été plébiscitées sur des services civiques, sur des emplois saisonniers pour permettre à nos jeunes étudiants, à nos jeunes demandeurs d'emploi de s'insérer et d'avoir parfois ce premier job possible dans le public. Alors, Christophe Saint-Pierre, parole à la défense. Oui. Sur cette idée que vous avez droit à un satisfecit, en tout cas, pas de votre colistier, mais votre voisin de table. C'est un peu l'union sacrée contre le maire sortant. C'est parfois un peu le jeu municipal. C'est le jeu municipal, absolument. Et je m'y prête bien volontiers. Je pense qu'il faut effectivement 2 sujets. Les mutualisations, oui, nous n'avons pas été assez loin sur les mutualisations, y compris avec la communauté de communes. Nous avons commencé à avoir un plan de mutualisation au sein de nos services. Et je pense, vous parliez tout à l'heure du Covid et des expériences que nous pouvons tirer sur le Covid. Le Covid, nous avons été amenés à mettre en place des moyens de fonctionnement qui, à ma connaissance, n'ont quasiment jamais été mis en œuvre de cette ampleur au sein de la collectivité et au sein de la fonction publique territoriale. Il a fallu que nous nous inventions aussi, nous nous réinventions sur nos façons de travailler. Et je pense que là, il faut que nous tirions une leçon de cet élément-là en analysant nos modes de fonctionnement et en retravaillant, encore une fois, nos missions et nos services et l'organisation de nos services. Ça veut dire qu'il faut qu'on donne des priorités aussi. Et la priorité, effectivement, peut être l'entretien des espaces verts, peut être la voirie, peut être aussi parfois les dispositifs de sécurité en ville. Donc ça, c'est une action que nous avons déjà engagée. Et encore une fois, je pense que l'expérience Covid nous donne de nouveaux éclairages. Et ensuite, et je le redis, sur la mutualisation, il y a beaucoup à faire avec la communauté de communes, parce que je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on adapte notre mode de fonctionnement aussi au territoire. Et je tiens quand même à préciser qu'à Millau, la masse salariale représente 58% de nos dépenses de fonctionnement. Donc il est normal que nous ayons un regard attentif et une priorité de gestion sur cet élément-là. Et reprenez, parce que ça a été, un des débats du premier tour sur les cadres, le nombre de cadres. Le nombre de cadres n'a pas changé à la ville de Millau, contrairement à ce qui a été dit et annoncé. Donc ça, c'est un faux procès et un faux problème. On va avancer en tout cas par rapport à une vraie question, à un vrai sujet, qui est l'intercommunalité Millau-Grand-Causse. C'est vrai, c'est un peu l'illustre inconnu pour les administrés, mais beaucoup de choses se passent dans les intercommunalités. Alors d'abord, une question faussement candide ou évidente. Si vous êtes élu à la mairie, est-ce que vous serez candidat à la présidence de la Com de Com ? Philippe Ramondinck. Je crois que oui, moi je l'avais déjà annoncé. Je pense que le maire de la commune la plus importante peut effectivement espérer être candidat à la présidence de la communauté commune. Bon, après, sans je veux dire... faire en sorte que Millau soit l'aspirateur des autres communes. C'est travailler ensemble, c'est aussi proposer des vice-présidences aux communes de la communauté commune et travailler fortement ensemble, et y compris pour ceux qui ne seront pas, bien sûr, dans les bureaux. On va venir sur le fonctionnement de la gouvernance, mais voilà. Sur la candidature, Emmanuel Gazelle, vous aussi candidate à la présidence de commune ?
Oui, moi je pense que pour que Millau soit forte, il faut qu'elle soit connectée avec son territoire. Son territoire, c'est d'abord celui de la communauté de communes, mais aussi au-delà, tout le Sud-Aveyron, et puis même au-delà, mais il y a plusieurs échelles. Et je pense vraiment que c'est la condition pour la vitalité du territoire. Millau, c'est la capitale du Sud-Aveyron. Elle doit aussi en être le moteur. Voilà. Christophe Saint-Pierre, très rapidement, en 2 mots, candidat, oui ou non? Alors, ce sera très simple, c'est un seul mot, c'est oui. C'est oui. Alors, donc, c'est dit. Alors, par rapport à ces candidatures, à cette présence de communauté de communes, pour quel projet, Christophe Philippe Ramondec, vous allez me mettre à l'amende à la fin de l'émission. Quel projet communautaire? Alors, c'est vrai qu'il y a un projet qui a été voté, c'est le projet piscine. Bon, de 21 ou 22 millions d'euros, apparemment. Donc, moi, sur ce projet piscine, sur le fait de refaire la piscine, il n'y a pas de problème. Sur le sujet, il n'y a pas de souci. Mais par contre, reprendre certaines choses pour développer ce projet piscine et faire en sorte qu'il devienne un peu plus ludique. D'accord ? Faire en sorte aussi que cette piscine puisse accueillir des compétitions nationales, voire internationales. Donc sur ce projet piscine, on a aussi un mur d'escalade. Là, apparemment, il n'y a rien à dire. Mais effectivement, lié sur ce projet piscine, des formations pleine nature, ça serait peut-être pas mal d'avoir ça à Millau. Revoir peut-être aussi l'agencement du restaurant et la privatisation du parking, où là, moi, j'ai mis des doutes. Bon, il y a beaucoup de... Il n'y a pas de privatisation du parking. Si, une partie du parti... En fait, ça avait été dit quand même à la communauté commune. Non, il n'y a pas de privatisation. Moi, c'est ce que j'avais compris. Donc, voilà. Après, évidemment, accompagner les entreprises, je pense que c'est l'emploi. L'emploi des jeunes, la formation des jeunes, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, forcément, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, par rapport aux collectivités, prévoir aussi des formations pour les jeunes, notamment, par exemple, il existe un CAP d'entretien des bâtiments des collectivités. Bon, essayer de travailler aussi avec la région, l'éducation nationale, pour faire en sorte qu'on multiplie les formations sur le textile, qu'on multiplie les formations sur la restauration, sur le service en général, et pour les personnes âgées aussi, puisque Millau, n'oublions pas, est une ville vieillissante. Donc oui, pour quel projet? Un projet communautaire, et faire du lien avec ces communes de la communauté des communes, qui également aussi connaît un vieillissement important. Emmanuel Gazelle, sur cette communauté de communes, vos projets? Alors peut-être d'abord gouvernance et puis ensuite projet. Au projet plus gouvernance. Allez, on va rester dans l'ordre. Gouvernance alors sur les projets, nous on avance avec un programme qui est très différent des autres programmes, on va dire. On n'est pas sur des grands projets pharaoniques à plusieurs millions d'euros. On est sur des projets. Une autre philosophie d'aborder les choses. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la non-augmentation d'impôts, c'est quelque chose, c'est un engagement qu'on veut tenir. Donc, en ce sens, on va déterminer quelle est notre capacité à investir et on va, dans une nouvelle gouvernance, partager le choix des projets prioritaires avec les habitants en faisant une votation citoyenne avec plusieurs scénarios d'investissement. Donc, le choix appartient aux habitants parce que c'est leur vie qui en dépend et également leur porte-monnaie. Donc, ça nous semble naturel de mener les choses en ce sens. Nos projets, donc, ils ne sont pas basés sur de la pierre ou du béton. Ils sont basés sur du vivre ensemble, sur de la protection. On a un projet assez ambitieux en matière d'enseignement supérieur, également en matière éducative, avec une extension du bilinguisme dans toutes les écoles. Pour nous, c'est un élément d'attractivité. On a le projet de mettre la cantine 100% bio et français, de la faire passer aussi à 1 € pour les familles les plus fragilisées. On a un projet de renforcement des transports publics, des mobilités douces. Là aussi, dans une grande concertation, revoir la place de la voiture dans le cœur de ville. Voilà, nos projets, vous voyez, c'est la qualité de vie, l'humain, le lien entre les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire. Christophe Saint-Pierre, vos projets par rapport à la communauté de communes? Oui, d'abord, la communauté de communes, il faut qu'il y ait un projet partagé, un projet de territoire. Par définition, il faut qu'il soit commun. Mais vous savez, je ne voudrais pas plagier le président de la République, mais ce n'est pas une addition de communes, il faut que ce soit le résultat d'un projet sur l'ensemble des communes. C'est pas les jeux, mais nous. C'est un petit peu ce qu'il a dit l'autre jour. Donc ça, c'est très important. Et moi, vous savez, en tant que vice-président de la communauté de communes en charge de l'aménagement, j'ai eu la chance de piloter, de porter le plan local d'urbanisme intercommunal. Et j'ai vu que les communes pouvaient, au sein de la communauté, travailler ensemble sur des problématiques comme l'habitat.
comment devons-nous soit habiter, de quelle façon, sur quelle densité devons-nous habiter sur notre communauté de communes. Et ça concerne autant la ville-centre que les autres communes. Effectivement, le problème de la mobilité, comment devons-nous nous déplacer entre toutes les communes de la communauté de communes, ce sont des projets structurants qui concernent l'ensemble des 15 communes de notre communauté de communes et pratiquement les 30 000 habitants que nous représentons. Donc pour ça, à mon sens, il faut d'abord effectivement que nous puissions revoir notre gouvernance et notre mode de fonctionnement. Et je pense en particulier avec l'installation de ce qu'on appelle la conférence territoriale, avec les maires et les vice-présidents, et surtout le conseil de développement qui va permettre d'associer la société civile aux décisions et à l'évaluation des politiques publiques. Cette idée publiques. d'associer la société civile, Philippe Mais Ramanda. bien sûr, c'est important. Il faut que tous les acteurs soient concernés, les acteurs économiques du territoire. On l'a vu pendant la campagne. Bon, on a certains entrepreneurs qui avaient la sensation de ne pas être assez accompagnés. Donc c'est aussi un objectif. Et l'Interco peut jouer ce rôle. Je voulais revenir aussi sur ce problème. Rapidement, parce que le temps passe. Juste un problème sur le PLU qui empêche parfois certaines structures agricoles. Le plan local d'urbanisme. Voilà, le plan local d'urbanisation, qui empêche certaines structures agricoles de se développer. Donc il y a peut-être des retours à faire aussi sur le prochain mandat. Et le plan local d'urbanisme est toujours prévu en révision, c'est évident. Sur la gouvernance, rapidement. Sur la gouvernance, voilà, moi, ma méthode, c'est pas le rapport de force, c'est la co-construction. On a co-construit notre programme. Il me semble indispensable que chaque élu qui siège au sein du conseil municipal, comme chaque élu qui siège au sein du conseil communautaire, ait une responsabilité. D'accord. Et donc aussi les moyens de pouvoir l'exercer. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est indispensable. On va terminer sur cet appel à l'unité et au consensus. C'est la dernière partie de ce débat consacré donc au l'ultime tour de table. C'est vous qui commencez, Philippe Ramandac. Mais voilà, bon, pour le 28 juin, je m'adresse donc à toutes les Miavoises et tous les Miavois. Donc il faudra aller voter et surtout ne votez pas à l'inverse de vos intérêts parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'hôpital de Millau. Sachez que notre équipe défendra jusqu'au bout l'hôpital de Millau, en lien bien sûr avec celui de Saint-Afrique. Ça ne veut pas dire qu'on veut la mort de celui de Saint-Afrique, mais j'ai la sensation que les deux autres candidats sont plutôt pour la fermeture de l'hôpital de Millau et ne se sont pas vraiment... Christophe Saint-Pierre s'est bien positionné. Emmanuel Gazelle, j'attends un positionnement plus clair par rapport à cet hôpital. Sachez que c'est 800 emplois. Sachez que pour une ville comme Millau, une communauté comme celle des Grandes Cosses, l'hôpital, c'est attractif. Et on mettra en place aussi des solutions justement pour faire venir des médecins à Millau comme à Saint-Afrique et travailler ensemble. Voilà, c'est l'objectif que nous avons pour le prochain mandat. Un objectif très clair. Emmanuel Gazelle, c'est à vous pour une minute. Alors juste sur l'hôpital, avant de venir sur ma conclusion, sur l'hôpital, ma position, elle est celle de vouloir connaître quel est le projet. Quel est le projet d'hôpital médian? Qu'est-ce qu'il y a dans l'hôpital médian? Et une fois qu'on saura exactement de quoi il retourne, on souhaite associer là aussi l'ensemble de la population, mais du bassin de santé, pas uniquement population miavoise, pour qu'elle se positionne et qu'elle puisse choisir en conscience. Voilà, ce qui n'est pas encore le cas. Moi, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est le 28 juin prochain, vous aurez le choix entre deux modèles, entre deux visions pour notre ville. Une vision du toujours plus, avec toujours plus de béton, toujours plus d'impôts, toujours plus de dettes, et une vision du toujours mieux, avec du mieux pour protéger les habitants, pour le lien, pour accompagner les porteurs de projets. Un choix aussi de la sincérité, du respect des engagements, des promesses qui ne sont pas intenables, qui sont réalistes, d'un projet raisonné. Donc le 28 juin, vous pourrez choisir Millau naturellement. Christophe Saint-Pierre, c'est à vous. Merci. Moi, d'abord, je voudrais dire aux Miavoises et aux Miavois qu'il est important d'aller voter le 28 juin parce que votre avenir en dépend et bien évidemment, toutes les conditions de sécurité seront assurées pour pouvoir vous permettre de voter dans de bonnes conditions. Depuis 2014, avec mon équipe, nous avons essayé de faire évoluer Millau, de changer Millau, de la moderniser. Et ce que nous vous proposons pour le prochain mandat, ce sont des propositions et des réalisations qui sont parfaitement planifiées, réalistes, avec des maîtrises des finances publiques qui sont parfaitement contrôlées, sans augmentation d'impôts, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Et je pense que nous devons tous ensemble continuer à faire évoluer Millau pour pouvoir nous renouveler après cette crise que nous venons malheureusement de traverser. Merci beaucoup. Ça sera le dernier mot de ce débat. Un débat à retrouver en replay sur notre site internet. En attendant de se retrouver le soir des résultats pour le second tour, toute la campagne municipale, c'est sur l'antenne de François Occitanie, mais aussi sur notre blog politique. Merci d'être venu. Merci d'avoir assisté à ce débat. Bonne soirée et à très bientôt.